Nous sommes dimanche 1er octobre 2023. Bonjour ou bonsoir de partout où vous nous suivez sur Niwod Info 1 et soyez les bienvenus dans Niwod Forum. Exceptionnellement pour vous, chers téléspectateurs, ce dimanche, j'ai l'honneur de conduire le débat du jour en l'absence de Gilles Bocco, mon rédacteur en chef, principal animateur de cette émission qui est actuellement en mission et nous espérons qu'il se porte très bien du côté de Niamtougou où il doit se trouver en ce moment même. Mais sur ce plateau, ici je suis en compagnie d'invités qui figurent parmi vos préférés, l'ancien ambassadeur et journaliste Sogoyo Kegewe. Bonjour Excellence et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour la belle dame. Pour une fois quand même, on nous a envoyé une dame. C'est un peu plus relax, non? Bon, c'est pas qu'on est contre Gilles, mais j'espère que lui-même n'est pas jaloux de nous aujourd'hui. C'est aussi la preuve que les femmes davantage s'intéressent aussi aux questions de la société. Voilà. Consultant en communication politique, cher aîné Anani Sossou, bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, comme disait tout à l'heure mon aîné, ça fait plaisir d'avoir une autre figure en dehors de Gilles, ici sur le plateau, et puis mais tu illumines bien ce plateau aujourd'hui, et j'espère que les téléspectateurs aussi, de par le monde qui nous regarde, seront ravis de faire la connaissance d'une belle dame. Ils doivent savoir qu'il y a de belles femmes au Togo. Merci pour les éloges. D'ailleurs, nous sommes en octobre, mois qui marque donc la lutte et la sensibilisation contre le cancer du sein. Et nous pensons, mes meilleures pensées aux femmes atteintes de cette maladie et encourage les femmes, les jeunes filles à se faire sensibiliser. Vous connaissez, chers téléspectateurs, le principe en seconde partie d'émission. Vous aurez la possibilité de nous envoyer vos questions, vos messages que je me ferai le plaisir de lire en direct via le +200 28 96 46 10 31. Au menu du débat ce jour, le Burkina Faso. Le gouvernement de transition au Burkina Faso a affirmé mercredi dernier avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État près d'1 an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un putsch. Qui est-ce qui serait derrière cette manœuvre et pourquoi? Qu'est-ce qui entraînerait un autre coup d'État au Burkina Faso ou ailleurs sur le continent noir? Ensemble, nous allons tenter de trouver des éléments d'explication ou de réponse. Alors que la rumeur en faisait état d'une tentative de coup d'État contre le président de la transition du Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a affirmé mercredi, je le disais dernier, d'avoir déjoué une pareille situation entre les 26 et 27 septembre, près d'1 an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un putsch. Monsieur l'ambassadeur, d'après vos analyses, quelles sont, en tout cas de la situation, quelle est votre interprétation de la situation actuelle au pays des hommes intègres? C'est qu'il n'y ait pas putsch ou tentative de putsch au Burkina qui me surprendrait. Puisque depuis que ce jeune capitaine est arrivé au pouvoir et déploie une énergie sans limite pour faire du Burkina d'abord un pays normal, pour faire des Burkinabés des gens fiers, des gens libres, des gens indépendants, ça ne plaît pas parce que le Burkina était un enclos où quelqu'un a attaché ses moutons et quand on lui dit que quelqu'un est venu libérer les moutons, il croit qu'on l'a agressé. Donc celui qui détenait le peuple burkinabé comme des moutons dans un enclos n'est pas du tout d'accord qu'on dise qu'il y a un jeune capitaine qui dise aux moutons, bon, libérons-nous. Donc, s'il veut libérer les Burkinabés, naturellement, il va essuyer le courroux des gens qui n'ont d'intérêt que dans le maintien des peuples noirs africains en esclavage. Donc, ça ne nous surprend pas. S'il n'y avait pas coup d'État, ça nous aurait surpris. Ça, c'est de deux. En fait, le Burkina, on ne peut pas faire un coup d'État au Burkina seul. Le Burkina, le Mali et le Niger sont devenus des triplés siamois, des frères siamois. Donc si tu tues un et tu laisses les autres, en fait, tu n'as rien fait. Donc en fait, c'est une agression globale préparée contre ces pays qui luttent pour leur indépendance. Je parle de la vraie indépendance, je ne parle pas des papiers bidons qu'on nous a donnés en 1960 et puis les Africains dansaient, indépendance, ça. Non, il y avait d'après vous, en Afrique, on est toujours à la recherche d'une vraie indépendance?
on est à la recherche d'une indépendance. Ce n'est même pas la peine d'ajouter le mot vrai. C'est-à-dire qu'on veut une indépendance. Puisqu'il n'y avait pas d'indépendance, on veut l'indépendance. Donc la danse de 1960, indépendance, chacha là. Mais c'était une, comment on dit ça, une fumisterie. Donc les Africains se rendent compte de ça et veulent leur indépendance. C'est tout. C'est pas compliqué ça. La menace dans de nouveaux coups d'État, en tout cas, plane encore sur le Burkina Faso. D'après vous, selon vous, quels sont les éléments qui présageraient cette situation? Charlotte, moi, quand le capitaine Ibrahim Traoré avait pris le pouvoir, ses premières déclarations, et déjà, après la première semaine, je me suis dit, ce type-là, il doit se préparer à des coups d'État tous les jours. Parce que l'idéologie qu'il dégage, la prise de conscience de ce capitaine me rappelle un certain Thomas Sankara, qui ne mâche pas ses mots, qui dit ce qu'il pense, et au-delà de cela, lui-même, il a dit qu'il s'attendait à cela. Et dans les heures qui ont suivi le coup d'État, il dit, bon, il a compris, hein, mais dans son interview, il a fait allusion à ça. Il dit qu'il avait compris qu'il peut y avoir des dissensions, des divergences de point de vue, et qu'il a essayé d'harmoniser. Et puis après, il est passé à la phase de sensibilisation. Mais comme les impérialistes sont toujours là, qui veulent toujours mettre fin à cette montée, à cette nouvelle dynamique que j'appellerais une prise de conscience collective africaine, et cette prise de conscience collective africaine qui fait en sorte qu'on connaît maintenant le vrai jeu, qu'on jouait à la fois ceux qui ont succédé au père de l'indépendance, et puis à la fois la France, l'ancienne puissance colonisatrice, mais on a compris qu'il y a une nouvelle dynamique, et cette dynamique-là qui est enclenchée et qui a pour leader Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et maintenant Mohamed Tiani. On a compris que cette dynamique-là, si on ne l'éteint pas, il y aura une contagion dans toute la sous-région ouest africaine d'abord, et puis après en Afrique centrale, pour mettre un terme à plus de 60 ans de néocolonialisme. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré devrait s'attendre à un coup d'État. Et il s'y est préparé. Et je suis déjà d'accord et très heureux qu'il ait annoncé que la récréation est terminée. Maintenant, tolérance zéro. Pour tout bruit de dissension, c'est tolérance zéro. Et moi, je suis très d'accord avec lui. Parce que pour fonder un État viable, solide, autonome, souverainiste, il faut des hommes forts qui ont une idéologie pour l'Afrique, pour que l'Afrique revienne aux Africains. Et ça, je suis d'accord. Maintenant, en ce qui concerne le coup d'État, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si l'ambassadeur aussi l'a appris, que non, c'est une manigance au niveau du palais pour faire perdurer... Les officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans ces tentatives de déstabilisation ont été interpellés et d'autres sont activement recherchés d'après les autorités burkinabées. Est-ce qu'il y a des remous en interne au sein de l'armée? Non, il n'y a aucun remous. C'est Jeune Afrique au service du néocolonialisme qui inventait les remous. Le journal, le magazine qui se dit panafricain alors qu'il est france-africain, c'est le magazine France-africain Jeune Afrique qui inventait les remous, les gendarmes sont ceci, dans tel camp, il n'y avait absolument rien. C'est pourquoi les Burkinabés se sont dit, ben, on ne va quand même pas les laisser nous amener de désordre, parce que c'est de la même manière qu'ils avaient aidé à créer le génocide rwandais. On dit tel camp fait ceci, alors que c'est faux, on ajoute tel camp fait ça. Donc on ne va pas laisser Jeune Afrique et ses commanditaires nous amener un autre génocide au Burkina, comme ils avaient si bien entre griffes, réussi au Rwanda. Donc, il y a coup d'État, il y a tentative de coup d'État. Sinon, pourquoi le chef adjoint des services de renseignement burkinabé se met en fuite jusqu'à ce qu'il meure comme par hasard ou à Korogo, dans quel pays? En Côte d'Ivoire. On dirait non que c'est un braquage. Mais quand même, je crois que quand même le chef adjoint des renseignements d'un pays, c'est pas rigolo.
c'est pas rigolo pour se faire braquer ou tuer n'importe où. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui avaient intérêt à le dégommer, puisque ces appareils, téléphones, ordinateurs disparus, donc des gens qui avaient intérêt à le dégommer pour qu'il ne parle pas. Alors, ceci, c'est pour dire que il y avait coup d'État. Mais le coup d'État n'est possible que si à l'interne, il y a des brebis galeuses. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Sankara. Sankara est mort parce que l'auteur de la mort n'était autre que son meilleur ami. Mais justement, s'il y a tentative, c'est qu'il y a des failles. Ben, bien sûr, écoutez, on n'est pas chaud. Dans tous les systèmes, il y a une faille quelque part. Bon, même entre nommer sa femme, il y a des failles. Hein. Donc, il y a des failles. Et Sankara a été tué par Compaoré. Alors, aujourd'hui, autour du jeune capitaine Traoré, il y a des Compaoré, il y a des Djengéré, il y a des Kafando. C'est-à-dire que des vendus, des gens qui n'ont pas d'âme. Hein, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme, donc zéro sensibilité patriotique. Pour un peu d'argent, un blanc l'appelle, ah toi tu es un bon noir, tu n'es pas un noir comme les autres, les putschistes là c'est de mauvais noirs, toi tu es un bon noir, on va même te blanchir, tu vas devenir blanc comme nous. Bon, quand ils entendent ça, ils sont contents et ils sont prêts à massacrer leur population pour faire plaisir aux blancs. Donc Traoré, Goïta, Tchiani savent qu'un jour ou l'autre, ils auront affaire à des traîtres qui ne viendront pas de loin, qui sont dans leur entourage. Ils le savent. Ouais, mais moi, je voulais d'abord qu'on parte un peu de la chronologie des faits. On se rappelle le bras de fer entre Macron et les autorités de transition du Niger, où il disait l'ambassadeur ne partira pas, Sylvain Ité ne partira pas, les 1500 soldats stationnés à Niamey ne partiront pas. Et puis finalement, le dimanche, il annonce sur TF1 et France 2 que ben, voilà, l'ambassadeur va partir, les troupes aussi partiront d'ici la fin de l'année. Et comme par hasard, je suis la chronologie des faits, hein, et comme par hasard, Jeune Afrique sort un boulot pour dire qu'il y a des dissensions dans l'armée et qu'il se pourrait même qu'il y ait un coup d'État ou des trucs comme ça. Et comme par hasard également, le mardi, on apprend qu'il y a quand même une tentative, moi je ne dirais pas de coup d'État. C'est en lien? Mais laissez-moi faire mon développement. Je ne dirais même pas qu'il y a une tentative de coup d'État, mais un complot d'assassinat du capitaine Traoré. C'était ça l'objectif. Donc vous voyez qu'on dit on va partir. On ne va pas partir, on part. Jeune Afrique, qui est au service de la France-Afrique depuis 60 ans, depuis 1960, les indépendants, 63 ans, qui annonce quelque chose qui n'existe pas. Et que subitement, on constate qu'il y a une tentative, un complot pour assassiner Traoré. Il faut faire le lien pour comprendre. Et dans le même temps, sur une fameuse chaîne française de télévision, une ancienne barbouze, un certain Vincent, j'oublie un peu le nom, qui dit que c'est bien pour la France que ces troupes ne soient plus au Niger, que ça permettrait d'organiser, comment il a appelé ça, des tentatives, des opérations de déstabilisation. Voilà, des opérations de déstabilisation. Et tout ça là, c'est en moins de 72 heures que tout se passe. Hein. Donc, quand vous voyez le lien, vous devez savoir immédiatement qu'il y a une corrélation plutôt entre ce que Macron a annoncé, ce que le Barbouze a annoncé et le complot d'assassinat de Toïk. Et qui ont été arrêtés? Ce sont ceux qui sont les premiers à assurer à la fois le service, la sécurité plutôt des Burkinabés et la sécurité du président de la transition Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, j'ai les notes de ces gens-là qui ont été arrêtés ici. Je vais essayer de les retrouver rapidement. D'abord, il y a le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. Boubacar Keïta, directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Le commandant Abdul Aziz Aouba, commandant des forces spéciales. Les forces spéciales. Le capitaine Christophe Maïga, commandant en second de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Que des officiers supérieurs qui tiennent des rôles stratégiques au sein de l'appareil sécuritaire de l'État. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et
Le capitaine Traoré, lors de l'interview qu'il a accordée aux chaînes locales burkinabè le vendredi pour célébrer l'an 1 de la transition, avait dit que, évidemment, qu'il sait qu'il y a des impérialistes qui sont derrière, qui manipulent à tout bout de champ. Et qu'il a appelé même tous les officiers supérieurs, qui leur a dit qu'il y a les impérialistes qui ne veulent pas qu'on atteigne notre souveraineté, qui ne veulent pas qu'on aille au développement, qui ne veulent pas qu'on s'autosuffise, qu'on s'autodétermine, et qu'il faut faire très très attention. Et il a même dit quelque chose qui m'a encore plu, et que s'il veut poursuivre une carrière, il serait déjà un multimilliardaire. Parce que ce soit même à l'interne, des Burkinabés multimilliardaires sont venus même lui proposer de l'argent pour prendre des pans entiers de l'économie, et que si par exemple il accorde de signer un accord avec eux pour l'accorder, par exemple pour une clinique, pour une ancienne clinique qui soit le cancer, quelqu'un d'autre, un multimilliardaire qui veut le prendre et qui veut transformer ça en clinique privée, et qu'il aura peut-être 10% à vie sur ça, et qu'il y a des valises d'argent qui arrivent tout le temps. Il a dit à ses collaborateurs, mais attention, méfiez-vous, derrière tout ça, là, il y a les impérialistes, il y a des gens qui ne nous aiment pas, mais nous devons être patriotes pour travailler pour notre pays. Et c'était ça qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. On a trouvé des félons tout autour de lui, des gens qui, comme dit mon ami l'ambassadeur, qui n'ont aucune fibre patriotique, mais qui ne veulent que de l'argent pour subir le dictat de l'impérialisme, qui étaient là, qui veulent prendre l'argent pour tuer dans l'œuf ce que le Burkina veut faire de sa souveraineté. Pour ce développement, le président burkinabé Ibrahim Traoré serait-il l'homme de la situation, mais qui dérange? Mais il est l'homme de la situation. C'est notre Sankara. Il tient un discours vrai aux Burkinabés. Il ne leur promet pas le ciel et la terre. Il n'a pas dit Burkina, pays émergent, alors que des milliers de Burkinabés seraient en train de mourir dans la Méditerranée. Des pays ici, dans la sous-région, se gonflent d'être des pays émergents, d'être croissance de 1500%, mais c'est leurs enfants qui meurent dans le désert. On les prend en Libye, on les enchaîne, on les vend dans les cages. C'est eux qui meurent en Méditerranée. C'est eux qui arrivent à Lampedusa, où on les traite pire que des moutons. Donc, le capitaine Traoré tient le langage de vérité au Burkinabé. Il est conscient des forces de son pays. Il est conscient aussi des faiblesses. Chaque pays a ses faiblesses. Mais je ne vois pas en quoi, en Afrique et dans le Sahel aujourd'hui, quand un pays dit, bon, on veut être indépendant, on prend ça comme une déclaration de guerre contre un autre pays, parce que cet autre pays a été engraissé gratuitement sur le dos de ces pays africains depuis des siècles et ne comprend pas. Parce que quand vous regardez, quelqu'un l'a dit la dernière fois, je crois, c'est Charles Onana, l'écrivain, que mais pourquoi on doit s'étonner que la France, qui a 14 pays, où elle prend tout ce qu'elle veut, comme elle veut, gratuitement, parce qu'avec un CFA qu'elle fabrique selon ses humeurs, que ce pays ne soit pas le plus développé en Europe. La France, malgré ça, n'est pas développée. Alors maintenant, la perspective qu'elle perde ses avantages, mais ça rend Macron mais fou, il est fou. Si ce n'est pas la folie, dites-moi pourquoi la France va décider de chasser les étudiants burkinabés et maliens. Ils ont fait quoi? C'est l'avenir. Si la France était dirigée par des gens qui ont un peu de jugeote, c'est sur eux qu'il fallait miser pour retourner la situation dans leur pays dans l'avantage de la France. Mais non, ils les ont chassés. Eux, ils vont aller maintenant étudier en Russie. Après, on dit, ah, propagande russe, propagande russe. Donc, quelqu'un m'a dit, je vais refuser parce que c'est propagande russe. Propagande française, c'est bon. Propagande russe, c'est mauvais. C'est de la bêtise. Dans une interview télévisée accordée vendredi, vous le disiez, Anani Sossou, aux journalistes burkinabés, sur la question sécuritaire au Burkina Faso et bien entendu aussi les questions relatives au coup d'État déjoué, le président Ibrahim Traoré a semblé en rassurer un peu l'opinion sur une sorte d'entente au sein de l'armée, alors qu'il y a 8 tentatives de coup d'État. Est-il réaliste ou il est juste dans une posture de rassurer les Burkinabés? Il n'y a pas plus pragmatique que le président Ibrahim Traoré. Il n'y a pas plus pragmatique. Sur la question sécuritaire d'abord, voilà des pays qui ont envoyé leurs soldats dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme,
contre des voyous criminels qui tuent femmes, enfants, brûlent les villages et vendent des femmes enceintes sans état d'âme. Et vous vous dites que vous venez pour les aider à chasser ces gens-là, à lutter contre le terrorisme. Dans le même temps, ces pays-là qui disposent des avoirs du flux du contribuable, qui veulent acheter des armes chez vous, vous bloquez ces achats-là. Vous ne voulez pas que ces États-là achètent des armes pour lutter contre les terroristes. Et qu'est-ce que vous pouvez leur vendre? Des gaz lacrymogènes. Pendant ce temps, les terroristes ont les armes de dernière génération. Et quand, par exemple, le Burkina voulait acheter des armes létales, on leur dit non, ça c'est pour violer les droits de l'homme, ça c'est pour tuer. Comme si les terroristes, eux, venaient avec des fleurs au bout de leur canon. Vous voyez? Mais ils ont de l'argent, ils veulent acheter des armes pour lutter contre le terrorisme. Vous ne voulez pas leur vendre des armes. Vous voulez qu'ils luttent contre le terrorisme avec quoi? Les bras ballants? Non, ça ne se fait pas comme ça. Et le pire, c'est que quand les régimes de Kaboré, notre beau Kaboré, étaient en place, ils ont dépensé des milliards pour l'armement, mais on ne sait pas où sont passés ces milliards-là. De telle sorte que le président de transition du Burkina disait, quand ils sont venus au pouvoir, mais eux, ils croyaient quand ils étaient sur le terrain qu'il y avait des armes, mais qu'on ne voulait pas leur donner. Mais en fait, il n'y avait rien. Et ils n'avaient pas trouvé 200 Kalachnikov. Il n'y avait même pas 200 Kalachnikov dans les armureries quand ils sont venus au pouvoir. Avec quoi ils vont lutter contre le terrorisme? Aujourd'hui, ils ont trouvé un autre partenaire, la Russie, qui comprend qu'en fait, pour lutter contre un voyou, il faut utiliser aussi des méthodes de voyous. La Russie a compris cela et a commencé à leur vendre des armes létales. Et aujourd'hui, ils ont une capacité, comme lui-même il a dit, Ibrahim Traoré, 10 000 fois supérieure à ce qu'ils ont trouvé quand ils étaient arrivés. Quand ils étaient arrivés, il n'y avait même pas de gilet pare-balles. Il n'y avait pas de casque pour les soldats. Et on les envoyait au front et ils mouraient. Donc aujourd'hui, la Russie a compris. Donc sur le plan sécuritaire, ce qui se passe, c'est que il existe ces chaînes-là de propagande en Occident qui sont là, qui fabriquent même des attaques et des tueries là où il n'y en a pas. Mais lorsque les forces régulières du Burkina, du Mali ou du Niger font des incursions, atteignent des résultats crédibles, vérifiables, ces chaînes-là n'en parlent jamais. La preuve, jusqu'à preuve du contraire, dimanche, lorsque le président Macron annonçait le retrait de ses forces du Niger et de l'ambassadeur, il a dit que depuis que Bakar était parti, il n'y a jamais eu autant de massacres au Mali qu'aujourd'hui. Alors que c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc sur le plan sécuritaire, il est vrai qu'il y a encore des endroits du territoire burkinabé qui ne sont pas encore sécurisés, mais il y a des endroits où les forces armées burkinabées n'ont jamais été, mais ils y sont aujourd'hui. Et les populations elles-mêmes reviennent dans leur village, font des vidéos qui passent sur les médias. Et ça, les médias de propagande occidentaux n'en parlent jamais. D'après vous, l'armée burkinabé avance, en tout cas dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Il y a toujours des attaques dans le Sahel. C'est une guerre de communication, une guerre psychologique? Non, ce n'est pas une guerre psychologique. Il y a une guerre. Il y a la guerre. Et les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens n'ont jamais dit que ce sera facile de se défaire des terroristes, puisqu'ils savent qui a amené ces terroristes, ils savent qui arme ces terroristes, ils savent qui déverse des tonnes de CFA sur ces terroristes pour mener leurs opérations. Je dis ceci, les Maliens, Nigériens, Burkinabés et tous les autres doivent savoir que pour prendre son indépendance, ça coûte cher en vies humaines. Qu'ils aillent demander aux Algériens qui ont fait la guerre avec la France. On va dans les villages, on coupe les têtes des femmes, des enfants, on aligne, on fait une haie de tête sur 200, 300, 400 mètres. On va dans les Aurès, on brûle, on prend les femmes, les enfants, on met dans une grotte, on met le feu, on les brûle. Ils n'ont qu'à demander ce qui s'est passé en Algérie, qu'ils demandent ce que la même France a fait au Vietnam. Donc les Burkinabés, les Maliens doivent se préparer à des sacrifices énormes, mais qui vont finir par l'indépendance totale de leur pays.
qu'ils soient maîtres de leurs ressources et qu'ils puissent parler avec qui ils veulent traiter. Comment toi tu voulais que ces pays-là, qui depuis la Libye ont promis en cadeau ces pays du Sahel aux terroristes, comment tu veux qu'ils donnent des armes pour qu'on aille tuer leurs protégés? Il ne peut pas donner les armes. Quand tu prends le cas du Mali, tout l'argent qui est consacré à l'achat des armes, c'est le fils de Boubacar Keïta qui prenait ça pour mener une vie de nabab en Espagne. En Espagne, des yachts avec des call girls, des filles, machin. Tu t'imagines, ton pays est en guerre, ton papa est président, et voilà le mode de vie que tu mènes. Pourquoi? Parce qu'il est encouragé en cela par ceux-là qui ne veulent pas que l'armée malienne ait des armes. Mali, Burkina, Niger, c'est le même scénario. Ces pays doivent se dire que s'il faut se battre même avec des arcs et des flèches, ils doivent le faire. C'est leur indépendance qui est en cause. Si sur 26 millions de Nigériens, à la fin, il n'en resterait que 2 millions, mais indépendants, ça vaut la peine. Mais est-ce que... je vais abonder un peu, aller plus loin. Franchement, est-ce que le Burkina fabrique des armes? Est-ce que le Mali en fabrique? Est-ce que le Niger en fabrique? Est-ce qu'en Afrique, du moins en Afrique de l'Ouest ou centrale, est-ce qu'un pays francophone, africain, fabrique des armes? Personne n'en fabrique. Mais les djihadistes là, ils trouvent les armes de dernière génération où? Ils trouvent l'argent où? Et c'est ça le problème. Vous voulez lutter contre le terrorisme. Hein? Ça c'est fondamental. Vous voulez lutter contre le terrorisme par exemple. Et là, vous permettez qu'on vende des armes à des voyous pour que ces voyous attaquent des États souverains à qui vous ne voulez pas vendre des armes. Où est la logique? On a fait des embargos sur les armes en Centrafrique, alors qu'il y a des voyous qui déstabilisent le pays. On a fait des embargos sur les armes au Congo, en RDC, alors qu'on sait qu'il y a des milices financées par un autre État et par d'autres États occidentaux qui ont pignon sur rue et qui ont des armes. Mais dans le même temps, vous ne voulez pas vendre des armes à des États souverains, à des armées régulières. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des voyous disposent, par exemple, des lance-roquettes? Ils ont trouvé ça où? Donc, il faut comprendre que la source et la base du terrorisme dans le Sahel, ce sont les pays occidentaux. Les parrains, ce sont les pays occidentaux qui veulent quoi? Qui veulent déstabiliser toute la sous-région pour s'accaparer à la fois de toutes les richesses de ce vaste ensemble qui rejoint même l'Algérie, qui rejoint la Mauritanie. Parce que n'oublions pas, le Sahel a la plus grosse nappe phréatique au monde, c'est-à-dire la plus grande ressource en eau au monde se trouve dans le sous-sol du Sahel. N'oublions pas non plus que les réserves d'or, les réserves plutôt de pétrole au monde se trouvent également au Sahel. Les réserves d'or, les réserves de tous les minerais, l'uranium, le zinc, le diamant, le cobalt, tout ça là se trouve dans la zone sahélo-sahalienne qui comprend le sud de l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger et dans une moindre mesure le Burkina Faso, jusque même sur nos frontières avec le Burkina au nord. Donc c'est une zone qui est tellement vaste et tellement riche, et c'est une zone qui est une réserve de richesse au monde qui fait qu'il y a des convoitises. C'est pour cela que les Occidentaux manipulent des groupes terroristes et leur promettent des indépendances, comme par exemple l'Azawad, à qui on a promis une scission du Mali, du Nord Mali, et l'Azawad, on leur a promis les indépendances depuis, et ils sont dans ce jeu-là. Une fois qu'ils auront, entre parenthèses, cette indépendance-là, le même système colonial et néocolonial qui a prévalu jusqu'à ce jour, c'est ce même système-là qui va prévaloir, et c'est en ce moment que ces gens-là vont comprendre que sans que nous allons subir ce dictat, cette manipulation des Occidentaux, nous serons toujours dans cet état végétatif et l'Afrique ne se développera jamais. Depuis 2015, donc, les attaques régulières de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelques 2 millions de personnes, des chiffres de l'ONU. Dans la zone des 3 frontières, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, aujourd'hui, s'accordent à collaborer militairement pour lutter contre le terrorisme. Mais ont-ils les moyens de cette solidarité? Et vous savez, ce que j'aime chez les Occidentaux, aussi mauvais qu'ils sont, ils anticipent.
C'est-à-dire que ce que nous, on est en train de penser aujourd'hui, là, eux, ils avaient programmé ça il y a au moins 30 ans. Et ils travaillent. Le génocide du Rwanda, à première vue, bon, voilà les Tutsis, fous furieux qui tuent les Tutsis. Mais il y avait un objectif économique derrière. C'est ça qui a permis aux réfugiés d'arriver au Congo-Zaïre par millions. Et c'est ça qui permet d'y installer. Parce que l'objectif, c'est le Kivu, machin, d'y installer toutes les bandes armées du monde. Et pendant qu'on tue à tour de bras les Congolais, mais les bandes armées associées M23 au Rwanda, à l'Ouganda, même au Kenya, sont en train d'exploiter tranquillement l'or, le diamant, au profit, le coltan, tout ce que vous voulez. Au profit des multinationales. Maintenant, la zone des 3 frontières, apparemment, est de loin plus riche que le Kivu et le Katanga réunis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit envoyer les djihadistes qui vont occuper les États dans une guerre sans tête ni queue et interminable, pendant que les parrains de ces guerres installent leurs usines et leurs chantiers pour exploiter la zone des 3 frontières. C'est là que je dis ceci. Qu'est-ce qui empêche aux Occidentaux de dire aux Maliens, Nigériens, Burkinabés, écoutez, il y a des richesses chez vous, nous on a la technologie, on vient les exploiter dans un système gagnant-gagnant. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, ces pays-là seront comme le Qatar ou Dubaï. Mais dans la tête coloniale et raciste de ces Occidentaux, il n'est pas question qu'on laisse un noir être libre et de jouir de ses richesses. Parce qu'il y a des blancs aujourd'hui. Quand tu prends Macron, tu vois comment il parle. Parce que ça veut dire que quand Macron voit un noir, il se dit, mais tiens, celui-là, à combien je l'aurais vendu dans une plantation de canne à sucre en Louisiane? Donc, il n'a aucun respect pour lui. Il parle sans aucun égard. Alors, ces pays, vous demandez s'ils ont les moyens. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas l'armement qui gagne la guerre, c'est la détermination. Ils ont la détermination. On amène des mercenaires, des dozos au Côte d'Ivoire, des mercenaires libériens. Le mercenaire libérien, s'il arrive sur le terrain, on a dit qu'il vient combattre l'armée nigérienne, mais si l'armée nigérienne lui propose un peu plus d'argent que ce qu'on lui a donné, il retourne son arme contre celui qui l'a envoyé. Alors moi je voudrais utiliser ça pour dire, tous les pays, surtout ceux de la sous-région qui sont là à pratiquer la danse du ventre, on va attaquer le Niger, on va défaire Tiani, on va attaquer Burkina, on va défaire... Mais pourquoi il n'y a pas parmi eux un officier ou un simple militaire pour se dire, mais pendant que nous leur préparons leur coup d'État là, qu'ils nous disent qu'eux-mêmes ne sont pas en train de préparer des coups d'État chez nous, parce que tout le monde est putschable. C'est-à-dire que le putsch, ça peut arriver chez tout le monde. Moi, si j'étais à la place de ces pays qui jouent au gros bras, je ferais attention. Les commandos spéciaux de ces pays de la région qu'on envoie au Niger, le Niger aussi a des commandos spéciaux qui peuvent faire des coups d'État. Donc moi, je crois que nous, les pays de la sous-région, on a intérêt à nous mettre ensemble pour que ces richesses, parce que si aujourd'hui le Niger, Mali deviennent comme Dubaï ou chose, mais nous tous, nos pays ici, mais on est riches, on est sauvés. Mais malheureusement, si c'est la guerre, elle va tomber sur nous ici aussi. Tu ne peux pas faire la guerre au Mali, Niger, Burkina, sans que ça touche le Bénin, le Togo, le Ghana, c'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas proclamer la guerre pour les gens en faisant semblant de ne pas savoir que cette guerre va vous toucher. Vous proclamez des coups d'État pour des gens sans jamais vous dire que les mêmes gens là peuvent aussi proclamer des coups d'État chez nous. Surtout qu'on sait que chez vous, à l'interne, vous n'avez pas que des amis. Vous avez des gens qui aussi veulent vos têtes. Donc on devait laisser ce jeu-là. On va envoyer un bataillon de 1000 personnes. Mais comment 1000 personnes, ou 2000, ou même 5000 peuvent venir à bout de l'armée du Niger, surtout épaulée par le Mali et le Burkina Faso? Nous, on est, en principe, par principe, on est contre la guerre. Le Togo est contre la guerre. Mais aujourd'hui, quand tu es contre la guerre, on dit que c'est toi qui es le délinquant, que c'est toi qui es le problème. Quand tu es contre la guerre, c'est toi le problème. Ceux qui veulent la guerre, c'est eux les solutions. Nous, on les attend. Oui. Pour la zone des 3 frontières, c'était une zone de non-droit.
C'était pendant des années, pendant presque 10 ans, c'était une zone de non-droit. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que les voyous, les bandits, les criminels, qu'on appelle les terroristes, les djihadistes, moi, ce ne sont pas des djihadistes pour moi, c'est des voyous armés par l'Occident. Comment ils opèrent? Ils vont dans des interventions, par exemple au Mali, au Burkina, au Niger, et se retranchent dans la zone des 3 frontières, parce que c'est une zone inattaquable. L'armée malienne, qui était sous contrôle de Barkhane et de tout, n'avait pas moyen d'aller dans cette zone-là. Et ils faisaient des opérations, les voyous faisaient des opérations, et puis se retranchaient tranquillement, comme si de rien n'était dans cette zone-là. Alors, quand le Mali a compris le jeu, a chassé Barkhane, ils se sont armés. Parce qu'on dit aussi, qui veut la paix prépare la guerre. Le Mali a bien compris cet adage-là, il s'est bien armé, il a des services de renseignement efficaces, il a des services d'écoute efficaces, financés, non, plutôt payés chez les Russes, et entraînés par les Russes, l'aviation, l'artillerie lourde, tout ça qui est au point, le matériel sophistiqué d'écoute, tout est au point. Et ils ont chassé Barkhane. Quand ils ont chassé Barkhane, il y avait Bazoum, qui était le caniche de la France. Non, pas de la France. Bazoum, c'est le contremaître personnel de Macron. De Macron, voilà. Donc, ce n'est pas de la France. Lui, il était là, assis dans son trône, il soutient les colons, et il ne pouvait pas donner ordre pour que son armée, à lui, aille dans la zone des 3 frontières pour attaquer les terroristes. Le Burkina ne peut pas aller non plus, puisque c'est une zone. Tu ne sais pas quand est-ce que tu franchis l'autre frontière, les frontières étant poreuses. Maintenant que Bazoum n'est plus là, le Mali a chassé Barkhane, Ibrahim Traoré est là. Ils ont créé maintenant l'Alliance des États du Sahel. Ils se sont armés. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Des opérations conjointes. Parce qu'ils ont des appareils d'écoute sophistiqués, des renseignements hyper sophistiqués. Et ils savent maintenant les mouvements au quotidien des voyous dans le Sahel. Et alors, ils coordonnent les actions et ils vont ensemble attaquer dans la zone des 3 frontières. Ce qui fait que les voyous, quand ils viennent attaquer au Burkina, ou bien au Mali, ou bien au Niger, n'arrivent plus à faire le repli dans leur zone d'antan. Ils sont coincés partout. C'est pour ça qu'il y a une accalmie au niveau de cette zone-là. Vous voyez? Donc sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, il est vrai que ça va être dur, très très dur pour les Africains. Dans l'ensemble, ça va être très très dur parce que ce combat qui est mené, c'est un combat dans lequel les anciens colons ont compris que s'ils se laissent faire, leurs pays vont s'effondrer. Leurs pays vont s'effondrer. Alors ils ne vont pas nous laisser, ils ne vont pas laisser aux Africains le temps de réfléchir une seconde. Ils vont toujours armer des voyous terroristes, vont toujours déverser des armes dans le désert. Mais l'objectif était atteint à travers la Libye. Vous voyez ce que c'est que la Libye aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un État en Libye aujourd'hui? Il n'y en a plus. Et c'est le même système qu'on veut faire maintenant dans le Sahel. Et vous voyez comment se passe en Libye, le pétrole libyen. Tout le monde s'en procure, à cœur joie. Toutes les organisations armées qui dirigent des pans du territoire vendent à qui ils veulent. C'est ce que les multinationales veulent à travers les États coloniaux. C'est le même système qu'ils veulent implanter dans le Sahel. C'est-à-dire détruire le Mali, détruire le Burkina Faso, détruire le Niger. Et maintenant, les multinationales vont venir. Qui pour l'or, qui pour le pétrole, qui pour le diamant, qui pour les nappes phréatiques, qui pour l'uranium, qui pour ceci, qui pour cela. Et on n'aura que des États faillis. Et on ne parlera même plus d'États. C'est ça l'objectif qui est là. Et maintenant, pour conclure, la sécurité n'est pas encore au point. Ibrahim Traoré disait dans son interview qu'ils ne sont qu'à 10%. Et c'est une guerre qui pourrait durer encore longtemps. Bien sûr, mais qu'ils ne sont qu'à 10%. Mais ils sont en train de s'armer. Et que ça, tôt ou tard, les terroristes, s'ils sont 1 million, eux seront 10 millions. S'ils sont 10 millions, ils seront 10 fois plus. Et qu'ils vont les combattre jusqu'au dernier. Et finalement, ils vont comprendre, les Maliens, les Burkinabés, et les félons, je voulais dire, les félons maliens, les félons burkinabés, les félons nigériens, qui veulent faire le jeu des Occidentaux, vont comprendre que finalement,
les pays africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour atteindre leur développement. Merci beaucoup. Le Burkina Faso, puisque c'est de ce pays qu'on parle, le jeune président Ibrahim Traoré vient de boucler sa première année à la tête du pays. Vous êtes très souvent intervenu sur la question du Burkina Faso et du Sahel sur ce plateau même, dans cette émission Niveau de Forum. Un an après, quel est votre jugement de ce premier... Mais Ibrahim Traoré, il fait... 12 mois de il fait un travail extraordinaire. Ce gars, mais attends, excusez-moi, il travaille à lui seul comme si c'était toute la planète. Qu'est-ce qui se passe? On parle du Burkina, mais aujourd'hui, tu ne peux pas parler du Burkina sans parler des frères siamois. Suivez bien ce qui se passe. Récemment, qu'est-ce que les terroristes Al-Qaïda, Akmi, machin ont dit? Qu'ils vont recommencer à faire des attentats en France et en Suède, sous prétexte qu'on aurait brûlé la Bible. Le problème n'est pas le Coran. Parce que les terroristes disent aux Français et aux autres, vous avez dit, vous nous avez donné le Sahel et que vous nous protégez. Vous avez dépêché vos Barkhane, vos Sangaris, bon, ça Centrafrique, pour nous protéger. Maintenant, on chasse vos armées. Et les nouveaux dirigeants de ces pays nous canardent chaque matin, on perd des centaines. Donc vous n'avez pas tenu parole, en conséquence de quoi nous reviendrons chez vous pour faire nos attentats. Parce que les Européens ont acheté la paix des terroristes en leur disant allez prendre la terre des nègres. Parce que de tout temps, la terre des nègres, c'est là-bas que tout le monde peut aller se servir comme il veut. Bon, maintenant, la terre des nègres commence à devenir très brûlante pour les envoyer de ces pays occidentaux, et c'est pourquoi les terroristes disent nous on va revenir chez vous faire des attentats. Moi je ne suis pas d'accord qu'on fasse des attentats en France ou en Suède, parce que les attentats c'est pas le président qu'on tue, c'est de pauvres types assis quelque part en train de boire un verre. Mais la dernière fois, quand d'autres pauvres types ont été cramés sur le bateau Tombouctou au Mali, ces pays, ils n'ont rien dit. Je vous dis ceci, tant que c'est les Noirs qui meurent, on applaudit. Mais le plus triste, c'est qu'il y a d'être de gros nègres qui se prennent pour des blancs et qui aident les Noirs à mourir. Mais ces gros nègres qui se prennent pour des blancs, qui ouvrent leurs portes pour qu'on vienne stocker les armes et les armées étrangères chez eux, je leur dis ceci. Vos peuples ne sont pas d'accord avec vous. Ce que vous faites sera vain parce que vous ne serez pas éternellement au pouvoir. Quand vous partirez, vos peuples se lèveront, comme au Burkina, au Mali, au Niger et choses pour chasser les gens que vous êtes en train d'installer aujourd'hui. Donc il vaut mieux trouver des solutions négociées, définitives et durables. Pour le bilan de l'an 1 de Ibrahim Traoré, je l'ai dit tantôt, quand il était arrivé, il n'y avait même pas 200 Kalachnikov. Il n'y a pas 200 Kalachnikov. Aujourd'hui, ils ont 10 fois plus d'armement qu'avant. Premier point. En un an, l'armée du Burkina, que ce soit en termes de police, de gendarmerie et de l'armée, a augmenté de 11 000 hommes pour la sécurité. Quand ils sont arrivés... Le recrutement des VDP également. Des VDP, oui. Quand ils sont arrivés, on a constaté que sur le terrain, au niveau même de l'armée, il n'y avait pas une cohésion, il n'y avait pas une structuration. Aujourd'hui, il y a une structuration. C'est-à-dire que les zones, les divisions des armées régulières devraient venir à Ouaga pour chercher de l'armement, des rations alimentaires, du carburant, devrait tout chercher, le financement, tout devrait venir à Ouaga pour tout chercher. Aujourd'hui, tous ces bataillons, tous ces regroupements décentralisés sont autonomes. Ils ne viennent plus pour chercher des armes, ils ne viennent plus, ils ont des financements, ils ont de l'argent. C'est à eux-mêmes, au regard de la situation sur le terrain, de décider de ceux dont ils ont besoin. Et quand ils ont besoin, ils ne vont plus faire parcourir des centaines de kilomètres pour venir à Ouaga, mais ils prennent tout, que ce soit en armes, ils prennent sur place les rations, le carburant. Et ce sont eux-mêmes qui dirigent les opérations. C'est-à-dire, sur le plan stratégique,
Où aller, quand aller, comment aller, avec quel équipement et avec quel homme, avec combien de VDB, avec combien de forces armées. Donc ça, c'est quelque chose qui est... vous, c'est un bilan positif sur le plan sécurité dans les stratégies. Non, c'est pas encore ça. Mais si il y a des avancées. Oui, mais si par exemple, les 6 ans de Kaboré, que Kaboré avait fait au pouvoir, il y avait eu déjà ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de terrorisme au Burkina. Donc, il faut laisser le temps au capitaine d'asseoir sa stratégie de conquête de l'entièreté, de l'intégrité du territoire du Burkina. Deuxième chose qu'il faut lui laisser faire, c'est que l'économie est à terre. Aujourd'hui, l'or, comment était vendu l'or? C'était des multinationales qui étaient là, qui exploitaient, qui prenaient, qui allaient en Suisse. C'était la Suisse le plus grand payeur. Il n'y avait pas un contrôle. Aujourd'hui, il a créé une structure. Et c'est cette structure-là, tous ceux qui veulent vendre de l'or, tous ceux qui veulent des orpailleurs, tout le monde est obligé de s'adresser à cette structure-là qui contrôle ce qui est pris sur le terrain comme or, ce qui est centralisé et ce qui doit être vendu. Et l'argent doit venir dans les caisses de l'État. Très rapidement, avant de partir à la pause, monsieur l'ambassadeur, un an après, les Burkinabés doivent encore continuer de faire confiance à leur nouveau leader. Ils n'ont même pas le choix. On dit qu'il y a des difficultés économiques. Ces pays sont connus pour être toujours dans des difficultés économiques. Chaque fois qu'on fait les bilans, les statistiques internationales, à l'ONU, à la CNUSED, au PNUD, ils sont toujours classés les plus pauvres, les plus misérables. C'est là-bas que des ONG françaises vont avec des friperies pour faire l'aide au développement. Ils étaient toujours pauvres. Ils sont vaccinés contre la pauvreté. Ils peuvent vivre aujourd'hui dans la pauvreté, si cette pauvreté va les amener à une libération définitive, qu'ils soient maîtres de leur or, de leur cobalt, de leur manganèse. Parce que tout ça, il y a au Burkina. Donc, j'ai dit aux Burkinabés, vous avez toujours souffert gratuitement pour engraisser déjà ailleurs. Maintenant, on vous dit de souffrir pour vous libérer définitivement, pour que demain, vous ayez les meilleures universités où les Français viendront étudier et non que ce soit vos enfants qui vont en France et on va les chasser comme des moins que rien. Mais les Burkinabés sont toujours debout. Vous avez vu ce qui s'est passé dès qu'ils ont entendu la rumeur du coup d'État. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ouaga. C'est le déversement de milliers de Burkinabés exprimer leur soutien qui sont partis occuper la place de la nation. Donc ils sont debout. Beaucoup. Dans New York Soir de ce dimanche, donc nous sommes en compagnie de l'ambassadeur Soboyo Kegewe, du consultant en communication politique Anani Sossou. Nous allons marquer la pause pour une nouvelle édition du journal. Et n'oubliez pas, juste après, vous aurez la possibilité de nous écrire, de poser vos questions, de nous envoyer vos messages via le +228 96 46 10 31. À tout de suite.